TVL continue? À vous de décider. La nomenclatura vacille, les fromages de la République s'étalent partout au grand jour, et quand le pouvoir doute, il se raidit. Quand il ne parvient plus à convaincre, il menace. Quand il perd sa légitimité, il devient dangereux. Alors, l'urgence est là. Faire taire les voix libres avant 2027, telle est la tentation autoritaire du pouvoir. Et TV Liberté est dans leur ligne de mire parce qu'elle refuse le discours officiel et l'uniformisation de l'information. Face au contrôle médiatique et au contrôle social, TV Liberté est un rempart, une information non conforme, l'antithèse d'une presse courroie de transmission de la propagande du système. On ne se vend pas, on ne se tait pas, mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Pour TVL, ces prochains jours sont cruciaux. Aidez-nous. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Alors le conflit en Ukraine éclipse certaines zones, y compris en Europe. Mais alors que nous parlons d'accord de paix pour l'Ukraine, pour le conflit ukrainien, il serait bon d'évoquer un précédent d'une paix imposée en Europe il y a quelques années, puisqu'il y a 30 ans, le 14 décembre 1995, les accords de Dayton mettaient fin à la très meurtrière guerre de Bosnie-Herzégovine. Après une campagne de frappe de l'OTAN, bien sûr. Nous allons revenir sur donc l'un des chapitres les plus douloureux de l'histoire récente de l'Europe, sur la désagrégation de la Yougoslavie, sur les guerres qui ont ensanglanté la région, sur l'intervention de l'Alliance Atlantique. Et pour cela, je reçois le journaliste Frédéric Sayot, qui dirige le site eurasieexpress.fr et qui vient de publier La fin de la Yougoslavie 1991-1999, vraies causes et conséquences des guerres des Balkans. Frédéric Sayot, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci de votre invitation. La situation, vous le dites d'emblée dans votre ouvrage, la situation est tendue en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo aussi, où les clivages ethniques, donc en Bosnie, les clivages ethniques entre bosniaques musulmans et serbes se doublent d'une crise politique profonde, et puis au Kosovo aussi, où un nettoyage ethnique des derniers Serbes, qui ne dit pas son nom, perdure. Vous écrivez, Frédéric Sayot, que cela démontre, je vous cite, l'échec de la communauté internationale à y créer des États répondant aux normes démocratiques et multiethniques. C'est bien ça le problème à l'heure actuelle, en 2025. Si la situation continue à se dégrader, comme on peut malheureusement le supposer, en effet, ça signera cet échec au terme de décennies de tentatives de régler une situation à partir des accords de Dayton pour la Bosnie-Herzégovine et à partir des accords de Kumanovo et le vote de la résolution 1244 par le Conseil de sécurité de l'ONU pour le Kosovo. Alors revenons sur cette histoire tragique, évidemment, que vous narrez dans votre essai. Nous sommes en 91. En 91, la Yougoslavie se disloque après donc un demi-siècle de communisme. L'OTAN, vous dites, va y trouver une nouvelle raison d'être, et nous allons revenir là-dessus, évidemment. Vous êtes assez critique, Frédéric Sayot, sur l'essor des nationalismes, mais vous dites que l'argument des haines ancestrales apparaît trop simple. Alors je vous pose la question, pourquoi ces haines ancestrales ne suffisent pas à expliquer le conflit ? J'écris cela, que les haines ancestrales, je dois citer quelqu'un parce que j'ai travaillé sur beaucoup de textes écrits par les intervenants dans la situation, qui étaient notamment les diplomates, mais aussi les militaires, puisque vous citiez tout à l'heure le général Bachelet, qui a dirigé les opérations à Sarajevo à la fin du conflit, pratiquement. Alors, c'est vrai qu'il y a une histoire entre les différentes communautés qui constituaient l'ex-Yougoslavie, qu'on appelait à l'époque des nationalités. Chaque ethnie, entre guillemets, constituait une nationalité. La dernière en date
étant la nationalité musulmane créée par Tito au cours des années 70. Cette conflictualité est historique, elle remonte notamment à l'occupation turque, mais elle s'est ravivée à l'occasion de certains épisodes historiques, notamment pendant la dernière guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Je cite le journaliste Costa Kristic, qui était au comité de rédaction de Balkan Info, comme je l'étais moi-même, qui donc explique que la mémoire de ce qui s'est passé, notamment sur le territoire de l'État croate allié à l'État hitlérien, a été quasiment effacée par la Yougoslavie titiste, qui prétendait donc appliquer le mot d'ordre de fraternité, unité et fraternité, et effacer de la mémoire des populations ce qu'il y avait eu de douloureux, notamment le génocide des Serbes, des Juifs et des Tziganes en Bosnie, dans les camps de Jasenovac, qu'on connaît peu d'ailleurs. J'ai eu des témoignages autour de moi à la lecture de ce livre de gens qui découvraient l'existence de ce camp de concentration, ainsi que celui de Staragravica, ou je me souviens plus exactement du nom de ce deuxième camp qui était véritablement un camp d'extermination. Selon Costa Kristic, il y a eu plusieurs centaines de milliers de Serbes, notamment, mais aussi de Juifs et de Tziganes qui ont été exterminés dans ces camps. Alors vous pensez donc que au moment où les différentes républiques constitutives de l'ex-Yougoslavie ont les unes après les autres déclaré leur indépendance, ça a créé une grande inquiétude et même une révolte chez les Serbes qui se trouvaient en Croatie, donc depuis le XVIIe siècle, et qui avaient été l'objet de maltraitance, de discrimination de la part du nouveau pouvoir croate, de Tudjman lors de sa campagne électorale, pour les premières élections post-communistes au début des années 90, et également chez les Serbes de Bosnie qui avaient eu à souffrir des exactions, puisque la Bosnie faisait partie de l'État croate d'Ante Pavelić, donc l'État Ustashi. C'est le titre de... donc vous m'avez posé une question très, qui demanderait beaucoup de développement, mais je renvoie à mon livre, donc, où tout cela je me suis efforcé d'expliquer cela en détail en citant des gens qui connaissent bien la situation, comme c'était le cas de Costa Kristic. C'est le titre de l'un de vos chapitres, mais je vais vous poser la question, Frédéric Saillot. Était-il, selon vous, possible d'éviter cette tragédie? Je rappelle d'ailleurs que le conflit en Bosnie a fait 100 000 morts, la bataille de Sarajevo a été terrible, et puis on évoque 4 millions de personnes qui ont été déplacées. Cela aurait pu être, selon vous, évité ou non? Écoutez, c'est difficile de refaire l'histoire avec des si, hein. Donc l'histoire s'est déroulée telle qu'elle s'est déroulée. Certains observateurs, dont le ministre Védrine, a souligné le fait qu'on était pris dans une dynamique des événements depuis l'éclatement de l'URSS qui a créé un appel d'air, qui a causé donc un délitement en chaîne de l'ordre de Yalta. Donc il a même utilisé une métaphore que je trouve très parlante, c'est celle de toboggan diplomatique. C'est-à-dire que les responsables à l'époque étaient face à une précipitation des événements qu'il était vraiment très difficile de gérer. Cela dit, les gens qui étaient impliqués dans la situation et ceux qui connaissaient la situation, notamment le président François Mitterrand, connaissaient la situation telle que j'ai tenté de la décrire tout à l'heure sur les relations conflictuelles entre les nationalités, entre les communautés. Et lui disait, l'indépendance de la Croatie va immédiatement déclencher un problème chez les Serbes de Croatie, et il est irresponsable, il serait préférable de régler la question
des frontières et des droits des minorités préalablement à l'octroi, à la reconnaissance de l'indépendance de la Croatie. De même que pour la Bosnie qui a suivi. Le problème fondamental, je crois, c'est celui soulevé encore une fois par Costa Kristic, c'est-à-dire celui de l'autodétermination. À qui reconnaît-on le droit de déclarer son indépendance ? Aux républiques telles qu'elles étaient dessinées dans l'ex-Yougoslavie ou aux nationalités, sachant que la nationalité serbe débordait le cadre de la République socialiste de Serbie proprement dite. Impliquait les communautés importantes. 30% de la population de Bosnie était constituée de Serbes et je me souviens plus exactement, mais un nombre important entre 10, aux environs de 15%. De la population de Croatie, était constituée des Serbes de Croatie. Et la réponse donnée à cela impliquait un changement de frontières. Les frontières internes de l'ex-Yougoslavie étaient des frontières administratives. Donc le Serbe de Croatie ou le Serbe de Bosnie était minoritaire au sein de la République socialiste en question, mais c'était dans le cadre de l'État fédéral qui protégeait ses droits en cas de violation. Très tôt, au moment où la communauté économique européenne, parce que l'Union européenne ne s'est constituée, n'a commencé à agir en tant qu'Union européenne qu'en novembre 93. Donc, la communauté économique européenne qui s'est préoccupée de la situation en ex-Yougoslavie a été confrontée à une proposition de la présidence hollandaise de la communauté économique européenne dès le début du délitement de l'ex-Yougoslavie, qui proposait de revoir les frontières internes de l'ex-Yougoslavie pour aménager une situation viable pour les différentes communautés. Ça a été refusé par les 11 autres États membres de la communauté économique européenne. Ce dont s'est étonné Sir David Owen, qui était le négociateur de la Commission internationale pour l'ex-Yougoslavie, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères britannique, qui a écrit un livre fort intéressant que je recommande à tout le monde de lire, c'est en anglais, qui montre que ça a été une énorme erreur de ne pas entendre la proposition qui était celle de la Hollande à l'époque. Donc voilà, des éléments qui permettent de supposer qu'avec des si, l'histoire aurait pu se dérouler autrement. Malheureusement, elle s'est déroulée telle qu'elle s'est déroulée. Alors inversement, à la réflexion de Mitterrand, vous critiquez à maintes reprises dans votre essai, le manichéisme des Américains, leur dichotomie entre bons et méchants dans ce conflit. Vous pensez qu'ils ont eu un rôle déterminant dans, d'une part, l'essor et ensuite l'aggravation du conflit ? Alors, la dichotomie good guys, bad guys est traditionnelle. Elle ne s'est pas manifestée à l'occasion de ce conflit. L'implication américaine a été progressive. Au début de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, le président Bush père avait des conseillers, notamment un secrétaire d'État et un conseiller à la défense qui connaissait bien la situation sur le terrain, et il n'était pas favorable à un engagement américain dans cette région, bien que, dès le départ, attentif à la situation au Kosovo, à la situation de la communauté albanaise au Kosovo, dans la mesure où existait un puissant lobby albanais mené par Bob Dole, qui était un sénateur républicain. Le président Bush père avait, informé que si la situation se détériorait, à ce moment-là, les États-Unis agiraient, mais
Pour ce qui concerne le début du processus, les États-Unis ne sont pas intervenus. Ils sont intervenus progressivement à partir de l'élection de Clinton, qui n'était pas très chaud pour intervenir au départ non plus. Il a fait sa campagne électorale en critiquant l'administration Bush, mais quand il est venu aux affaires, il n'était pas favorable à une intervention immédiate. C'est le diplomate Richard Holbrooke, dont je montre dans le livre Le rôle déterminant. Le rôle déterminant, en effet, qu'il a joué dans l'intervention américaine progressive et le passage d'une mission de paix, d'une mission de rétablissement de la paix, dirigée par l'ONU, avec l'OTAN comme moyen de pression, à une mission d'imposition de la paix où le rôle de l'ONU était véritablement relativisé et où l'OTAN agissait de façon délibérément agressive contre les Serbes. C'est-à-dire que ça demanderait de revoir toute l'évolution du conflit, mais à partir du moment où ça a été une des erreurs également des négociations internationales, à partir du moment où le premier plan de règlement de la situation en ex-Yougoslavie, qui était le fait de la communauté économique européenne, donc c'était un plan de règlement qui avait été fait par l'ambassadeur Coutilero, un Portugais, qui déterminait en Bosnie 3 régions en fonction des communautés musulmanes, croates et serbes. À partir du moment où ce plan a été refusé par Izetbegovic, qui était le dirigeant musulman, le président musulman de la Bosnie-Herzégovine, à partir de là, la situation s'est détériorée, les différents plans ont été refusés. Notamment sur pression américaine qui laissait miroiter Izetbegovic, qui pouvait finalement finir par obtenir un État unitaire. Ce qui est remarquable d'ailleurs, c'est que finalement, Dayton, que vous citiez au début de l'entretien, Dayton ne fait que reprendre d'une certaine manière le partage qui avait été proposé au départ par Coutilero, reproposé ensuite par Owen et Cyrus Vance, le représentant de l'ONU, et le plan retenu à Dayton ne diverge pas grandement de ce qui était proposé au départ. Donc, on aurait pu, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, on aurait pu éviter le sentiment d'un conflit pour rien réapparaît. Ce conflit extrêmement meurtrier, qui a causé énormément de morts, des massacres, des épurations ethniques. Alors, en parlant de ce conflit, on a parlé à l'époque, d'avril 92 à décembre 95, bien évidemment, c'est une guerre, encore une fois, affreusement meurtrière. On a encore parlé des civils tués, d'ailleurs, récemment dans les médias par des touristes italiens, en tout cas selon les accusations à Sarajevo. La lecture occidentale, c'est celle des victimes bosniaques et des bourreaux serbes. Vous relativisez quand même ce propos, sans évidemment écarter des responsabilités. On a évidemment gardé à l'esprit le massacre de Srebrenica, où 8000 hommes bosniaques ont été massacrés par les forces serbes de Bosnie. Mais malgré cela, Frédéric Saillot, vous cherchez à rééquilibrer les perspectives, n'est-ce pas ? Oui, il est évident que les Serbes portent une responsabilité dans le déroulement des opérations, mais ils répondent en fait à la situation qui leur est faite. À partir du moment où les musulmans et les Croates décident de quitter la Yougoslavie au sein de laquelle ils se trouvaient très bien, les Serbes, à partir du moment où la communauté internationale accepte que musulmans et croates déclarent une indépendance, alors par le biais d'un référendum, peut-être qu'on pourrait en parler tout à l'heure, à partir du moment où musulmans et croates décident de quitter la Yougoslavie où les Serbes se sentent très bien, les Serbes demandent mais pourquoi nous n'aurions pas le droit de faire sécession de la Bosnie de manière à rester dans ce qui restait quand même la fédération yougoslave. Donc voilà.
Les responsabilités, en effet, sont partagées, mais je pense que il faudrait faire un retour critique sur cette histoire et considérer que les intervenants internationaux, notamment dans le refus de la proposition hollandaise, que j'évoquais tout à l'heure, notamment dans le refus initial du plan Cutilleru, ces intervenants internationaux portent également une très lourde responsabilité dans l'évolution des événements. Et il s'agit maintenant, avec le recul du temps et avec les difficultés qui se présentent actuellement aussi bien en Bosnie qu'au Kosovo, il s'agit de faire un retour critique sur cette histoire de manière à mieux comprendre ce qui se passe actuellement, quoi. Vous avez évoqué le général français Bachelet, donc, qui commandait sur place, qui a, racontez-vous, tenté de relativiser aussi le narratif à l'époque, en 95. Il a été rappelé, sur demande d'ailleurs de Bill Clinton des États-Unis. Les bonnes volontés, a-t-on envie de dire, comme celle du général Bachelet, ont été maîtrisées d'une certaine manière, diriez-vous? Le général Bachelet a été confronté à ce à quoi ont été confrontés tous les intervenants internationaux sur le terrain, à savoir une énorme différence entre la façon dont les faits étaient rapportés dans les médias et ce que eux pouvaient constater sur le terrain. Le général Bachelet, conscient de cela, conscient aussi du fait que les Serbes fermaient leurs portes aux journalistes, parce qu'ils se trouvaient très maltraités aussi bien par les intervenants politiques que par les intervenants médiatiques, a fait un effort pour essayer de faire comprendre aux médias que la situation des Serbes, que tous les Serbes n'étaient pas des violeurs et des assassins, et qu'il fallait prendre en compte aussi les difficultés de la population civile serbe, notamment à Sarajevo et autour de Sarajevo. Il s'est efforcé de faire cela, mais pas seulement. Il y a aussi à partir du moment où, après le deuxième massacre attribué aux Serbes à côté du marché de Markale à Sarajevo, à partir du moment où l'OTAN est véritablement intervenu en bombardant les Serbes, Bachelet, lui, commandait la force de réaction rapide qui avait été créée par Alain Juppé et dirigeait l'artillerie. Et il avait une différence tactique ou même stratégique avec le général Smith qui dirigeait le déploiement, l'intervention de l'OTAN, la mise en action de l'OTAN. Bachelet considérait que il fallait bombarder des objectifs stratégiques pour inciter les Serbes à retirer leur artillerie et ménager la population civile, alors que les bombardements ont fait beaucoup de victimes dans la population. Et il a essayé de proposer une tactique de on bombarde et on attend de voir comment réagissent les Serbes. Si ils font ce qu'on leur demande, on cesse de bombarder, tout en se ménageant la possibilité de reprendre les bombardements. Alors que l'OTAN, sous direction américaine, a commencé à systématiquement bombarder. Ça va être le cas pendant plusieurs semaines qui vont mener au règlement de Dayton. Donc il y avait un peu ce contentieux. Je ne sais pas si Bachelet sera d'accord avec tout ce que je dis là, mais enfin c'est ce que j'ai compris à la lecture de son livre que je recommande également à tout le monde. Et il a été très mal vu, d'une partie de la presse, pas toute. Il cite notamment un journaliste de Libération qu'il a défendu, et il a été mal vu de la direction de l'administration américaine. Je crois que c'est Clinton lui-même qui a demandé son rappel. Chirac, qui était le président à l'époque, a conservé sa confiance à Bachelet. Mais il a fini par être rappelé, en effet. Alors, vous l'évoquiez à l'instant, les accords de Dayton, ils ont été signés le 14 décembre 1995. Nous fêtons donc leur 30e anniversaire. Ils ont été évidemment signés à Dayton, dans l'Ohio, un mois avant d'être... Ils ont été conclus à Dayton et signés à Paris. Alors ça, en hommage à l'intervention française, tout de même, qui a eu une implication militaire, qui a eu des morts, d'ailleurs, nombreux.
et diplomatique importante. Donc c'est pour rendre hommage à ce rôle de la France dans le conflit que les accords de Dayton ont été signés à Paris. Mais ils ont été conclus, en effet, sur la base de Dayton, dans les 3 semaines qu'ils ont duré en novembre de 1995. Alors je vous propose brièvement un résumé des principaux points de cet accord. Une paix imposée qui a figé la Bosnie. 30 ans après les accords de Dayton, l'État de Bosnie-Herzégovine reste dysfonctionnel et sous perfusion internationale. Négocié à la suite des frappes de l'OTAN entre Slobodan Milosevic pour la Serbie, Alija Izetbegovic pour la Bosnie et Franjo Tudman pour la Croatie, ils ont divisé la Bosnie en 2 entités quasi autonomes. La Fédération de Bosnie-Herzégovine, représentant 51% du territoire, majoritairement bosniaque et croate, et la République serbe de Bosnie, regroupant 49% du territoire. Un État central très faible a été créé avec une présidence tournante à 3 membres et un haut représentant international doté de pouvoirs quasi dictatoriaux. Ces décisions s'imposent en effet à la législation locale. Il peut annuler toute loi qui contreviendrait aux accords de Dayton. Une force de l'OTAN, IFOR puis SFOR, de 60 000 hommes a été déployée et le retour des réfugiés a été théoriquement garanti, mais fut en pratique très limité. 30 ans plus tard, Frédéric Saillot, comment jugez-vous ces accords ? À quel point, évidemment, ils ont permis la paix, mais sans résoudre absolument toutes les situations, bien sûr. Quelles sont les zones d'ombre de cet accord, selon vous ? Écoutez, l'ancien président de la Republika Srpska, c'est-à-dire l'entité serbe de Bosnie, se réclamait systématiquement du règlement de Dayton qu'il souhaitait voir respecté par tout le monde en Bosnie-Herzégovine, et je pense que c'est le cas de son successeur au terme des élections qui ont eu lieu il y a une quinzaine de jours. Donc ces élections ont eu lieu parce qu'il y a eu un conflit assez grave entre le haut représentant international et l'entité Republika Srpska, serbe de Bosnie. Le principal reproche qui était fait... alors donc le conflit a été généré par un conflit sur la propriété des terres de la Republika Srpska, ce qui est un élément de souveraineté. Ces terres prétendait le haut représentant qui est l'allemand Christian Schmitt, un ancien ministre CSU. Ces terres doivent appartenir à l'État central de Bosnie-Herzégovine, alors que la Republika Srpska, du moins sa direction actuelle, considère qu'elles doivent être la propriété de la Republika Srpska. Qui dit terre et forêt dit possibilité d'exploitation de richesses, de création avec les... le principal reproche que fait la Republika Srpska à ce haut représentant, c'est qu'il n'est pas élu par le Conseil de sécurité, ce qui est stipulé en toutes lettres par l'accord de Dayton, qui a été donc conclu à Dayton. Il n'a été nommé que par un conseil international qui a été créé entre la conclusion des accords de Dayton à Dayton et la signature des accords de Paris le 14 décembre. Mais donc la création de ce comité international ne figure pas dans les accords de Dayton. Alors, ce comité international rassemble le G8, dont maintenant est exclue la Russie, l'Union européenne et l'OCI de la conférence islamique. Voilà. Christian Schmitt a été nommé par ce conseil. Mais sa nomination n'a pas été ratifiée par le Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité étant un organe qui prend ses décisions à l'unanimité, où existe un droit de veto. Il faut savoir que ce haut représentant a des pouvoirs très élargis. Il peut se permettre, comme il l'a fait à l'égard de Dodik, de suspendre un élu par la population. Il peut donc intervenir dans toutes les décisions qui sont prises par la Bosnie et par les entités, depuis un rajout aux prérogatives du haut représentant
qui a eu lieu lors d'une réunion de ce comité international à Bonn. Donc, je me souviens plus exactement en quelle année, c'était au début des années 80, enfin non, c'était à la fin des années 90. Ce qui fait de la Bosnie quasiment, comment dire, enfin, pas un État à part entière, mais un État géré par la communauté internationale, outre le fait que la Cour constitutionnelle est constituée d'un certain nombre de membres, dont 3 internationaux qui ne doivent faire partie d'aucune des entités, ni des États voisins. Voilà, donc tutelle internationale. Les accords de Dayton, la Republika Srpska, a priori, en est satisfaite, à condition qu'ils soient appliqués. Donc le problème tient à cette tension entre une volonté peut-être de diluer un peu les prérogatives de la Republika Srpska pour essayer de la fondre dans un État de plus en plus unitaire, ou le respect, tension entre ça et le respect des accords de Dayton qui déterminent bien deux entités, donc la Fédération de Bosnie et Herzégovine, qui rassemble Croates et musulmans, mais qui en fait n'existe que sur le papier, et donc la Republika Srpska. Alors la question, évidemment, la paix est à peu près maintenue, même si la situation reste difficile, entre guillemets, sur le terrain dans le pays. J'aimerais évoquer la question que j'ai soulevée en début de notre entretien, Frédéric Saillot. Quelles leçons devrions-nous retenir alors que nous sommes en train, les grandes puissances sont en train d'évoquer un règlement du conflit ukrainien? Est-ce que vous voyez des leçons qu'il faut absolument retenir pour régler un conflit? Évidemment, ce sont les Balkans, la zone est très différente, mais est-ce qu'il y a des grands principes qu'il faut absolument retenir pour assurer la paix entre puissances? Alors là, vous me posez une question à laquelle je suis incapable de répondre. J'ai pour principe de différencier les différentes situations historiques. C'est un principe. Les circonstances ne sont pas les mêmes, les éléments de la situation ne sont pas les mêmes. Donc, quelles leçons tirer de la Yougoslavie? Il faudrait commencer par les tirer, ces leçons sur ce qui s'est passé en Yougoslavie. Voilà. Et on dirait pas plus. Très bien. Mais écoutez, retenir les leçons de l'histoire, ce sera le mot de la fin. Frédéric Saillot, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous venez de publier l'essai La fin de la Yougoslavie, 91-99, vraies causes et conséquences des guerres des Balkans. Frédéric Saillot, merci encore. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Surtout, n'oubliez pas de la commenter et de la partager. Merci à tous et bonne soirée. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous.